Bonjour à tous, nous sommes nombreux. On va attendre un petit peu que les personnes inscrites arrivent pour qu'on puisse lancer le webinaire. Donc, vous avez un petit peu de temps si vous voulez aller chercher du café, du thé. Bon, on va commencer et puis dans tous les cas, les gens ils nous rejoindront en cours de route. Comme ça, on ne prend pas trop de retard. Bonjour et merci à tout le monde d'être là aujourd'hui. On va pouvoir lancer ce webinaire sur la gestion des risques professionnels. Donc, je suis accompagnée de Élise et de Grégory. Moi, Bonjour. je viens juste lancer le webinaire et ensuite, j'éteindrai ma caméra pour laisser les experts parler. Donc, comme vous l'avez vu, la thématique du webinaire aujourd'hui, ça va être autour du risque routier et notamment l'approche 360 des guides internationales. Pour faire dans les grandes lignes, Élise et Grégory vont aborder la conduite préventive comportementale, les différentes options de formation et à la fin, il y aura le côté toolbox, donc vous pourrez retrouver des outils qui sont pu tester et approuver sur le terrain. Et on prendra le temps pour une partie questions-réponses, bien évidemment, après leur temps de parole. Pour que ça se passe bien, on va juste appliquer deux, trois petites règles. Si jamais vous voulez mettre votre caméra, il n'y a pas de souci. C'est toujours plus cool d'avoir des gens en face. Vos micros sont éteints, donc si vous voulez communiquer avec Élise et Grégory, il faudra écrire dans le chat. Pour la partie questions-réponses, ce sera exactement la même chose. Je reviendrai à la fin pour poser des questions à nos deux experts. Ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez dans tous les cas le retrouver dans quelques jours par mail ou sur nos réseaux sociaux. Et on vous enverra, pour ceux qui sont inscrits, un petit mail de récap à la fin. Donc, si vous ne pouvez pas rester, il n'y a pas de souci, vous pourrez quand même retrouver les informations plus tard. Donc, je vais laisser Grégory et Élise se présenter et moi, je vous retrouve tout à l'heure. Merci Tatiana. Donc, je pense qu'il y avait un petit souci sur les slides qui défilaient pas. J'ai rattrapé un petit peu le retard. Donc, j'espère que vous voyez tous l'équipe Drive. Donc, c'est notre équipe qui est dédiée aux enjeux Drive dans le département formation. Il s'agit de ressources internes à l'organisation. En back-office, on va avoir une project manager qui s'assure du bon déroulement des projets, du respect du cahier des charges clients. Une coordinatrice formation pour les aspects qualité et admin liés à la formation. Et un concepteur multimédia pour les e-learning et les mises en page de différents documents. Et sur le terrain, James et Grégory, qui est ici avec moi, qui forment les équipes chez nos clients. Donc, on travaille également avec un réseau de consultants externes pour répondre notamment à des besoins en langue étrangère. Cette année, on a formé en arabe et en portugais, en plus du français et de l'anglais qu'on dispense en interne. Et puis parce que la culture sécurité commence selon nous avec l'engagement et la compétence, pardon, on applique aussi ce principe à la sélection de nos consultants, une sélection qu'on veut rigoureuse pour fournir les meilleurs services possibles qui sont modulables, personnalisables et adaptables aux besoins spécifiques du client. Donc voici quelques visages. De manière plus générale, Egide accompagne ses clients en France et à l'international. Ça fait à peu près 30 ans qu'on accompagne nos clients sur les enjeux QHSE en proposant des services d'accompagnement, que ce soit sur de l'audit, vers de l'accompagnement vers de la certification, du conseil technique et de la formation, que ce soit la formation au risque routier, notre sujet du jour,
ou d'autres thématiques liées au système de management QHSE, de la formation de formateurs, des formations certifiantes. On dispose d'accréditations et de certifications reconnues à l'international, et notamment sur la partie Drive, on a été récemment accrédité par ROSPA, qui est une organisation britannique et qui nous permet en fait de délivrer un certificat de niveau 2 en conduite défensive, qui offre une compréhension complète des risques routiers, des techniques de conduite défensive, qui va être le sujet, et des stratégies pour cultiver une attitude positive au volant. Donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet avec Grégory. En quoi le risque routier est un enjeu majeur pour les entreprises? Merci Élise pour cette introduction. Je me présente, donc je suis Grégory et je suis le formateur chez Égide. Donc, pourquoi le risque routier est-il un enjeu majeur pour les entreprises, pour votre entreprise? Eh bien, tout simplement, voyons quelques chiffres. On va prendre par exemple le chiffre de décès sur la route en France. Il était en 2024 de 3193 personnes, dont 77% d'hommes. Donc on voit bien que si j'étais à votre place, eh ben, j'embaucherais plutôt des femmes que des hommes. Oh, je plaisante. Mais en fin de compte, les comportements masculins sont beaucoup plus dangereux sur la route que féminins. Ensuite, on a eu quand même 236 000 blessés durant cette même année. Tout ça, ça coûte à peu près 100 milliards d'euros. Donc c'est 3% du PIB. Ce 3% du PIB, c'est une moyenne même, je vais dire, mondiale. Donc ça comprend les décès, les blessés graves, les blessés légers et les dommages au matériel. En Europe, nous avons eu 51 400 décès en 2001, mais depuis, nous nous sommes améliorés, comme quoi les mesures préventives, les mesures correctives servent, puisque au jour d'aujourd'hui, l'année dernière, en 2024, on a baissé, donc on est arrivé à environ 20 000 seulement, si je peux m'exprimer ainsi. L'accident routier au travail est relativement important. Il y a eu 440 décès en France l'année dernière. 296 sont intervenus sur le trajet entre le domicile et l'entreprise et 144 en mission. Ça représente 30% des accidents du travail, les accidents routiers. Et puis, bien entendu, c'est la première cause de décès au travail, l'accidentologie routière. Je vous fais un petit rappel aussi, c'est qu'au niveau mondial, on a 1 million, un peu plus d'1 million de décès. Voilà, donc c'est quand même important, tous ces morts qui sont dus à cause de l'insécurité routière. Alors, je vais vous parler des facteurs de risque principaux de l'accidentologie routière. Donc, à ce moment-là, on va faire un petit quiz et vous allez essayer de deviner quel est le facteur principal de l'accidentologie routière. Tatiana? Donc, vous allez recevoir un sondage dans le chat. Est-ce que cela fonctionne bien? Ça fonctionne. On me dit que ça fonctionne. Donc, à votre avis, quel est le facteur principal de risque? Ça pourrait être, par exemple, la fatigue. Ça pourrait être, par exemple, des défaillances techniques des véhicules. Je pense que vous avez eu peut-être assez de temps pour répondre. Donc, on va commencer ce podium avec la troisième place. Voilà, c'est les drogues, les stupéfiants. Je vous rappelle qu'une personne sur 5 meurt au volant à cause des stupéfiants. La deuxième place sur le podium, c'est l'alcool.
une personne sur 4 décède à cause de l'alcool au volant. Et enfin, la dernière et le facteur principal, la réponse que vous auriez dû trouver normalement, c'est la vitesse. Un décès sur 3 est dû à la vitesse. À ce sujet, je vous rappelle que l'ONU émet des standards, des recommandations pour les pays. D'accord? L'ONU recommande par exemple que dans chaque pays, on puisse avoir des zones urbanisées ne dépassant pas une vitesse limite de 50 km/h. Il faut savoir qu'il y a un peu moins d'une cinquantaine de pays qui ont suivi cette recommandation sur 197 États reconnus. Quelles sont les conséquences pour l'employeur? Quelles sont les conséquences pour votre entreprise? C'est très important ça. Tout d'abord, on a des conséquences directes. D'accord? Il va avoir un coût financier dû aux premiers secours, à l'intervention des premiers secours. Ensuite, lorsque les gens sont hospitalisés, lorsque les gens sont blessés, eh bien, on va devoir payer des indemnités journalières. Votre stock, votre production va être en partie détruite ou à l'arrêt, donc forcément, ça a un coût financier pour votre entreprise. Et bien entendu, les dommages matériels, les véhicules qui sont endommagés, qu'il va falloir remplacer ou réparer. Là aussi, c'est un coût financier. Maintenant, on peut parler aussi de coûts indirects. Il va y avoir forcément une baisse de l'image de marque de votre entreprise. Donc, qui dit baisse d'image de marque, il va y avoir une baisse de la demande des clients. Il va y avoir aussi une baisse du recrutement parce que les gens n'auront pas confiance à venir travailler dans votre entreprise puisque il s'y passe beaucoup d'accidents. Et puis forcément, pour les gens qui sont déjà dans l'entreprise, il va y avoir aussi une baisse de morale. Donc, on peut imaginer aussi qu'il y ait des mouvements sociaux et que la production soit à l'arrêt. Donc ça, ce sont les conséquences indirectes pour l'employeur. Alors, quelle solution vous avez? Tout simplement, on peut parler déjà de l'organisation des déplacements. D'accord? On ne circule pas la nuit, on demande aux gens, aux conducteurs de faire des pauses, bien entendu. Les durées de trajet ne sont pas trop longues, puisque sinon après on va accumuler de la fatigue et après il y a un risque d'accident qui va apparaître. L'entretien des véhicules est très important. D'accord? Dans certaines entreprises, on a des fleet managers. Donc, c'est bien de faire des visites avant le départ, de remplir des feuilles. D'ailleurs, à ce sujet-là, il existe aussi des versions numériques plutôt que des feuilles. Mais après, il faut exploiter les feuilles. D'accord? Il faut savoir qu'est-ce qui est apparu comme défaut sur les véhicules pour les mettre en réparation. Et si j'ai besoin de 100 véhicules pour travailler, j'en ai pas seulement 100, j'en ai peut-être 102, 103, 104, 105, parce que quand il y en a qui sont en réparation, eh ben, je peux utiliser les autres. Organiser les communications. Dans les grandes entreprises, les véhicules sont équipés de télématique embarquée. Donc, avant de contacter son commercial sur la route, c'est bien de savoir s'il est en mouvement, en déplacement. Si on n'a pas de télématique embarquée, ben, tout simplement, on peut prédéfinir des créneaux où on va appeler les gens lorsqu'ils ne seront pas derrière le volant ou alors pendant les moments de repas où tout simplement on envoie des mails à la place d'appels téléphoniques. Former le personnel est très important. On a vu, c'est la première cause de décès au travail. Notez que lorsque vous formez quelqu'un en conduite défensive dans votre entreprise, eh bien, les savoir-faire, les savoirs acquis qu'il aura emmagasinés, il va pouvoir aussi les déployer en dehors de son travail. En fin de compte, cette formation-là permet de lutter contre l'insécurité routière au travail, mais aussi dans la vie civile, ce qui est très important et bénéfique. Maintenant, je vais vous parler de la méthode ESPACE. C'est une méthode qui consiste à prévenir en se constituant autour de véhicules un coussin de sécurité. Donc, chaque lettre veut dire quelque chose. Le premier E veut dire évaluer. Qu'est-ce qu'on va évaluer? On va s'évaluer soi-même, le conducteur. Donc, on va faire un test de vision, par exemple. On va évaluer aussi le véhicule. On en a parlé juste avant. La visite avant le départ, vérifier l'état de santé du véhicule, si on peut prendre la route avec ce véhicule-là.
et notamment vérifier les pneus. C'est très important car les pneus nous lient au sol. Et puis aussi, on évalue le trajet. D'accord? Quel est l'itinéraire le mieux adapté pour me rendre d'un point A à un point B en diminuant le risque. Le S veut dire scruter. Donc là, on demande aux gens de regarder toujours au plus loin de manière à identifier les éventuels risques. Donc on regarde toujours du plus loin au plus près. On demande aussi aux gens de regarder régulièrement dans les rétroviseurs pour voir si on est suivi par d'autres véhicules. Le P qui veut dire prévoir, d'accord? Prévoir, c'est on cherche des signes qui vont nous permettre d'anticiper. Alors, bien entendu, sur les routes, il y a plein de panneaux. Donc, je vois à 100 mètres un panneau de stop, je sais que je vais devoir m'arrêter. Inutile d'accélérer, je peux commencer à décélérer. Mais ça, ce sont les signes formels. Il existe aussi des signes informels. S'il y a des amis africains avec nous, ils savent très bien de quoi je vais parler. Souvent, en Afrique, quand vous vous déplacez, vous voyez des mottes d'herbe sur la route. La motte d'herbe sur la route, c'est pas un signe d'un signe écologique qui apparaît, c'est plutôt pour dire attention, il y a un véhicule qui est en panne, parce que bien souvent, on n'a pas de triangle. Donc, on met plutôt des bottes d'herbe. A comme ajuster. Ajuster, on va demander aux gens d'ajuster leur comportement lorsqu'ils vont arriver dans des situations particulières, des zones à risque. Des zones à risque, d'accord? Par exemple, lorsque vous allez rencontrer des enfants sur le bord de la route, qu'est-ce que vous devez faire? Nous, par exemple, on recommande de toujours regarder d'abord dans les rétroviseurs, ensuite absolument de ralentir sa vitesse. On ne communique pas avec les enfants parce qu'ils ne comprennent pas trop ce qu'on veut dire. Et puis, bien entendu, on regarde toujours derrière soi. D'accord? On regarde derrière soi. Et puis, euh, il faut vous demander quel échappatoire que vous allez pouvoir appliquer. Est-ce que à ce moment-là, si l'enfant vient sur la route, est-ce que je vais pouvoir freiner? Est-ce que j'aurai le temps de freiner? Est-ce que j'aurai le temps de m'arrêter avant? Ou alors je vais être obligé de l'éviter. Mais pour l'éviter, est-ce qu'une personne arrive en face de moi ou pas? C'est pour ça aussi qu'on demande toujours à ce qu'on fasse un contrôle par le rétroviseur pour voir si on est suivi ou pas. Communiquer, c'est donc communiquer. Quand je parle de communiquer sur la route, on pense souvent au klaxon, on pense souvent aux appels de phare, mais il y a aussi d'autres manières de communiquer. Il y a aussi les clignotants, il y a aussi la marche arrière qui allume le voyant blanc à l'arrière, qui dit qu'il y a un véhicule qui recule. Mais communiquer, c'est aussi comprendre celui qui est en face de moi. S'il me fait des gestes, qu'est-ce qu'il veut me dire par là? Et puis enfin, le dernier E qui veut dire échapper. D'accord? Là, on va apprendre aux stagiaires à évaluer une distance de sécurité à l'arrêt, en mouvement, derrière un véhicule léger, derrière un camion, un véhicule lourd. Voilà les fondements de la méthode espace. On développe des techniques dans chaque catégorie. La conduite défensive ou conduite préventive comportementale, c'est adopter les bons comportements pour éviter les situations dangereuses et éviter les accidents. Alors, comment est-elle enseignée? Tout simplement, une partie théorique. Dans cette partie théorique, on va parler par exemple de risque, de danger. C'est quoi la différence? On va parler de matrice du risque. On va voir quelles sont les mesures qui permettent de baisser la probabilité, la gravité d'un accident. On va découvrir aussi des statistiques, comme on l'a vu au début de notre présentation, sur les facteurs principaux qui sont la conséquence des accidents routiers, mais aussi on va parler comment dire, de choses un peu plus techniques, un peu plus physiques. On va parler d'énergie cinétique, on va parler de force centrifuge, et puis bien sûr, on va développer espace, le module que je vous ai expliqué juste avant. Il y a bien entendu de la pratique au volant, de la pratique lors des inspections de véhicules. Ces deux parties-là sont évaluées par un quiz, par aussi une évaluation sur la route, au volant. Et à la fin de ce processus, il y a une certification qui est donnée pour 3 ans. Voilà comment est enseignée la conduite défensive. Alors, vous avez devant vous une classe
Et là, c'est typique en fin comment dire, de session où ben, les gens planchent sur un questionnaire, sur un quiz, sur la partie théorique. Et là, je vais vous montrer une vidéo où c'est de la partie pratique. Et là, en fait, on plonge carrément le stagiaire dans la boue avec son véhicule. Donc, on lui donne les conseils et une fois qu'il les a bien appliqués, on le laisse faire seul, toujours dans une situation dégradée comme celle-ci. Ben là, par exemple, on voit un pick-up qui est embourbé. Donc, on demande aux stagiaires de manœuvrer la boîte de transfert. Qu'est-ce que c'est la boîte de transfert? C'est ce qui va vous permettre de passer de 2 roues motrices à 4 roues motrices. Et puis aussi, on va demander aux stagiaires d'utiliser le différentiel, soit en bloc, soit on ne bloque pas le différentiel. Et voilà, il fait plusieurs exercices dans cette situation-là, jusqu'au moment où ils parviennent seuls à maîtriser les gestes nécessaires pour se sortir de cette situation. Alors, on a une pratique particulière qui est la conduite commentée. Qu'est-ce que c'est la conduite commentée? C'est une conduite où il va falloir annoncer ce qu'on fait. D'accord? On a appris aux stagiaires des techniques et après on souhaiterait qu'ils puissent ensuite appliquer ces techniques, mais pour savoir si elles sont appliquées ou pas, il faut que le stagiaire puisse le dire au volant. Alors, une petite vidéo qui va vous montrer. Donc là, j'ai coupé le son, mais en fait, c'est ce qu'on attend en conduite commentée. C'est-à-dire que quand il y a une zone à risque, par exemple un camion qui est arrivé en face, eh ben, on demande aux personnes d'appliquer des actions correctives. Regarder dans les rétroviseurs, ajuster la vitesse, communiquer ou pas communiquer. Vous voyez, on refait la même chose avec quand on croise d'autres véhicules, quand on croise aussi des piétons sur la route. Là, c'est une vidéo qui a été réalisée en Sierra Leone, par exemple. Alors, la conduite commentée, eh ben, elle va nous permettre de contrôler les connaissances qui ont été apprises, notamment la méthode espace. Mais la conduite commentée, parler en conduisant, elle permet aussi d'accentuer la concentration, l'observation aussi, et puis l'anticipation. Voilà les domaines d'amélioration. Le module formation de formateurs. Donc, on va apprendre à des formateurs, à des futurs formateurs, de pouvoir restituer les leçons de conduite défensive au sein de l'entreprise. Donc, dans ces modules-là, on va apprendre aux stagiaires à définir des objectifs, le but. On va aussi leur apprendre à développer la connaissance, organiser les idées, par exemple. Aussi, comment poser des questions, puisque les questions vont permettre d'animer la leçon. Donc, on a besoin de questions, on a besoin de faire vivre le cours. Donc, c'est pour ça qu'il faut poser des questions aux gens qu'on a en face de nous. Et puis, bien entendu, on va leur apprendre à avoir la bonne posture du formateur, c'est-à-dire parler à haute et intelligible voix, ne pas passer devant le projecteur pour que tout le monde puisse en permanence voir l'image qui est projetée, toutes ces choses-là. Donc, c'est ce qui est développé dans la formation de formateurs. Cette pédagogie pratiquée est adaptée. Pourquoi? Parce qu'on se met au niveau des personnes qui ont le moins de compétences. Elle est progressive. Pourquoi? Parce qu'on va du plus simple au plus compliqué. Elle est engageante. Pourquoi? Parce qu'on tient compte du feedback des gens. Tout le monde a sa place. D'accord? Et puis, elle est bienveillante, parce qu'en fait,
et ben, même les plus faibles, et ben, ils sont accompagnés et justement, on met l'accent sur ces gens-là. D'accord? Personne n'est laissé de côté. Tout le monde trouve sa place. Là, je vais vous montrer une vidéo que nous avons réalisée chez un de nos licenciés, donc une société au Cameroun qui dispense les formations sous le format Égide. C'est la société Maisha for Africa. Donc là, c'est un exercice de visite avant le départ. Donc, vous me voyez à l'écran, je me remontre, puisque on a vu une partie théorique en salle. Ensuite, en pratique, je remontre aux stagiaires ce qu'il faut faire sur le véhicule. Et puis, j'ai des formateurs de notre licencié qui sont avec moi, et c'est ensuite eux qui vont prendre le relais pour mener la même évaluation, parce que là, c'est une évaluation des stagiaires. Voilà, là, on a à l'écran le formateur de Maisha for Africa qui a pris le relais pour mener la formation à la visite avant départ de véhicules poids lourds. Je laisse maintenant la parole à Élise, qui va nous parler certainement de météo. Non, je plaisante. Juste avant la météo, je vais vous parler de solutions qu'on a pu déployer pour certains de nos partenaires, de nos clients depuis plusieurs années maintenant. Le premier exemple concret, ça va être Rio Tinto. Rio Tinto, qui est l'une des plus grandes sociétés minières au monde, hein, qui produit du minerai de fer pour fabriquer, entre autres, de l'acier, de l'aluminium. Donc, c'est une entreprise qui est basée dans 35 pays et qui emploie plus de 50 000 personnes à travers le monde. Alors, Rio Tinto Simfer, c'est la structure qui est basée dans le sud-est de la Guinée et qui emploie, elle, plus de 2900 personnes sur le projet Simandou. Les employés de Rio Tinto Simfer sont confrontés quotidiennement au mauvais état des infrastructures routières existantes et donc exposés à un risque accru d'accidents sur la route. C'est pourquoi ils nous ont sollicité il y a presque 2 ans maintenant pour les accompagner dans la structuration et le déploiement d'un parcours de formation et de remise à niveau de ces chauffeurs et de ces formateurs internes, puisqu'il y avait déjà un petit pôle de formateurs existants qui avaient besoin d'être accompagnés dans leur montée en compétences. Donc les thématiques sont celles du jour. C'était la conduite défensive, des modules spécifiques à l'utilisation des 4x4 dans un environnement qui est quand même particulier, montagneux, avec des risques, enfin, des pentes importantes. L'utilisation de poids lourds, de la coactivité évidente dans un contexte mine. Donc voilà, ça fait un peu plus, ça fera bientôt 2 ans maintenant qu'on les accompagne et c'est des choses qui sont déployables et réplicables dans vos organisations également. Deuxième exemple de ce qui peut être déployé à l'échelle monde, on cite le groupe Holcim qui, dans le cadre de sa nouvelle stratégie globale de sécurité routière, a lancé en 2017 un programme complet de formation de formateurs pour standardiser et niveler un socle de compétences communs pour leurs ressources, leurs collaborateurs en interne. Donc, les équipes de conduite défensive d'Égide ont créé et adapté un programme de formation sur la base de la méthode espace qui vous a été présentée par Grégory et a rendu spécifique le contenu pour l'adapter à l'industrie du ciment et à l'utilisation concrète opérationnelle qu'ils en font quotidiennement, en s'adaptant aussi aux différents contextes culturels dans lesquels Holcim opère au quotidien. Donc, pareil, de la formation de formateurs. Si tu peux nous en dire un peu plus, Grégory, sur justement le contenu même des formations, je te repasse le micro. Avec grand plaisir, Élise.
Alors, je vous rappelle avant tout que la formation, c'est améliorer la culture santé-sécurité au sein de votre entreprise. Donc, on a des formations France-Europe. Le profil ciblé, c'est plutôt des conducteurs itinérants type commerciaux, des gens qui font un peu plus de 15 000 km par an, 20 000, 25 000, peu importe, d'accord? Des cadres autonomes. Donc, la formation, quels sont les intérêts de cette formation? C'est une formation courte, puisqu'on sait très bien que ces gens-là sont souvent en déplacement. Donc, la formation ne dure qu'une journée. Il y a un module d'éco-conduite qui est inclus. On fait ça sur site client. Et puis aussi, il y a autant de pratique que de théorie. On a des modules pour chauffeurs de véhicules légers, de camions, de bus. Alors, quels sont les intérêts? Ben, c'est aussi un format court parce que ces gens-là sont souvent pris. On a besoin d'eux pour faire des navettes. Donc, c'est un format de 2 jours. C'est effectué en français, en anglais, en arabe, en portugais. On fait ça sur site client et il y a autant aussi de pratique que de théorie. Et puis, on a nos formations de formateurs. Profil ciblé des conducteurs seniors, des techniciens HSE, des fleet supervisors ou même des formateurs déjà en interne. Alors, quels sont les intérêts? Eh ben, déjà, c'est de former des formateurs dans cette entreprise. Et au sein de cette entreprise-là, eh bien, le formateur pourra former les chauffeurs. Ça, c'est l'intérêt principal. Plus besoin de faire appel à un intervenant extérieur. Euh, on a un module pédagogique que je vous ai présenté un peu avant, qui est intégré. On fait ça sur site client. Et il y a bien entendu autant de pratiques que de théorie. Je dirais même plus, il y a plus de pratiques que de théorie. Merci Élise? Grégory, oui. En complément de ces formations qui sont réalisées évidemment sur site client et en présentiel autant que possible, puisqu'il y a les éléments pratiques à prendre en compte, on propose également des formations sous format e-learning qui peuvent être intéressantes à déployer quand on a beaucoup de collaborateurs à former ou quand on veut sensibiliser de manière plus large aux risques routiers. Donc, vous l'aurez compris, les intérêts de l'e-learning, ils sont communs aux différentes thématiques HSE, de la flexibilité et de l'autonomie. On le fait quand on est disponible en fonction de son agenda. La possibilité pour les organisations aussi d'intégrer du contenu spécifique, des documents internes, des documentations et des procédures internes liées à leur système de management de la santé et sécurité au travail ou du risque routier particulièrement, et la personnalisation du coup de ce contenu. Comment on procède dans ce cas? Je vous ai présenté notre project manager. Donc, on a une approche gestion de projet avec des jalons, toute une phase de préparation, de création du storyboard de concert avec le client, une validation, et puis un déploiement dans l'outil. Alors, en ce moment, on utilise la suite Articulate et Storyline, donc voilà, pour créer le module, intégrer le contenu à l'outil et puis le déployer éventuellement en différentes langues et libérer le produit au client. Voici un exemple de quelques slides là, sur un projet qu'on a fait récemment. Donc, l'idée, c'est d'un côté de présenter du contenu théorique, évidemment, et puis de valider la connaissance avec différents types de questionnements et de quiz intégrés directement dans l'e-learning. Alors, de manière plus large, parce on a évoqué les différentes options de formation pour adresser le besoin en formation de risque routier dans les entreprises, mais il y a évidemment plein d'autres solutions pour traiter ce sujet-là et plein d'autres façons de l'aborder. Donc, ça peut être en initiant une phase de diagnostic et un audit autour de la sécurité routière dans l'organisation, avec de manière plus construite et plus complète un accompagnement ISO 39001.
Ça peut être en proposant des séances de coaching pour vos collaborateurs, vos chauffeurs, vos formateurs internes, vos référents, road safety, qui peuvent avoir besoin d'un accompagnement, qui ont souvent, comme Grégory, plusieurs casquettes. La formation complémentaire sur les gestes qui sauvent, puisque vous pouvez être dans des environnements isolés, vous pouvez avoir besoin d'intervenir rapidement et d'être autonome sur ces aspects-là également. Et vous pouvez aussi intervenir et évoluer dans des environnements complexes, potentiellement dangereux. Donc, on propose aussi des formations conduite d'autorité et dans espace, il y a le mot échapper qui peut prendre toute sa dimension défensive là pour le coup, avec la nécessité de pouvoir se sortir de mauvaises situations en fonction du pays dans lequel on opère. Alors, on parlait de la toolbox. Voici quelques idées et grandes étapes, hein. On est sur un format webinaire, donc on va pas tout brosser aujourd'hui, mais il y a quand même des étapes clés pour pouvoir gérer la sécurité routière au sein des organisations. Ça va être de définir sa politique de prévention, d'évaluer les risques, alors de manière globale, mais aussi sur la partie enfin toutes les activités concernées, que ce soit les trajets, les déplacements de mission, la conduite de véhicules, la gestion de la sous-traitance, etc. De tenir compte évidemment des différents marqueurs que vous avez dans l'organisation, des indicateurs que vous pouvez suivre sur les sinistres, les taux d'accident, etc. D'élaborer un plan d'action dédié et ce plan d'action peut évidemment prendre en compte des sessions de formation, de le déployer, de le suivre et de l'améliorer. Voilà, c'est le principe de l'amélioration continue. Alors, on vous partage quelques QR codes et quelques outils. Donc, on a des petites vidéos et une présentation un peu plus approfondie de nos services Drive en vidéo et évidemment que vous retrouverez sur le site web. On a un podcast que vous pouvez retrouver en scannant le QR code numéro 2 qui va un peu plus en profondeur sur l'ISO 39001 qu'on a abordé très très succinctement aujourd'hui. Et sur demande, on peut mettre à disposition un e-learning de connaissances de la conduite défensive pour tester, si vous voulez tester vos connaissances préalables avant de mettre en place des actions plus larges dans vos organisations. Donc voilà, je vous partage également nos différents contacts et comment en savoir plus sur nos services. On a une chaîne YouTube, on a un compte LinkedIn où vous pouvez retrouver des newsletters et des compléments à cette présentation de manière plus détaillée, plus fournie. Et puis évidemment notre site web où vous retrouvez tous les catalogues et les contacts pour échanger sur les éventuels besoins que vous auriez. Voilà pour moi. Donc, on peut passer à la session questions-réponses si vous en avez. N'hésitez pas, on est là, Grégory et moi, pour vous répondre. Oui, donc merci Élise, merci Grégory pour ce webinaire. Je vous invite à poser vos questions dans la partie conversation. Juste avant d'y répondre, lors des inscriptions, il y a un commentaire qui a été émis par un des participants sur la mobilité douce. Je crois que c'est un projet pour lequel vous aviez déjà pu émettre une offre pour une entreprise. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Alors, oui, les mobilités douces, effectivement, c'est un sujet. Alors, c'est un sujet notamment en France, en Europe. Enfin, tout le monde n'est pas forcément impacté de la même manière, mais aujourd'hui, on a beaucoup de collaborateurs qui peuvent se rendre au travail en vélo, en trottinette, etc. Donc, il y a des enjeux de gestion du risque routier qui sont liés à l'utilisation de ces mobilités douces. Donc, ce qu'on va proposer dans ce cadre-là, ça peut être différents formats, mais des journées de formation où on présente le code de la route, les règles de circulation qui sont liées à l'utilisation de ces véhicules-là. Identifier aussi les dangers et les risques qui sont associés, puisque on entend souvent parler des problématiques liées aux batteries sur les trottinettes électriques, au chargement des batteries. Donc voilà, ça va au-delà du risque routier. Ça peut même être au sein même de l'entreprise en voulant charger sur une prise. Voilà, dans les bureaux. Donc, expliquer un petit peu, de la même manière qu'on le fait sur les autres véhicules, l'entretien nécessaire
à l'utilisation de ces mobilités douces-là. Ça peut être aussi lié à la posture ergonomique à avoir, aux facteurs qui vont aussi influencer la conduite, hein, qui peuvent être identiques à ceux présentés par Grégory tout à l'heure. La préparation à la gestion du trajet, et puis les situations qui vont être à risque plus élevé dans le contexte de ces déplacements-là. Voilà, de toute façon, c'est toujours un programme qu'on co-construit avec les demandeurs. Ok. Bon, bah, j'espère que c'était complet. Si jamais ça ne l'est pas, vous pourrez contacter Elise après le webinaire. Je pense qu'elle pourra vous apporter un peu plus de précision sur le sujet. On a une première question qui est, pouvez-vous proposer des formules pour sensibiliser les collaborateurs à l'usage des véhicules électriques? Je laisse Grégory sur celle-là. Oui, tout à fait. Tout à fait. On peut imaginer un module comme celui-ci. Euh, Par contre, il sera intégré à une formation un peu plus importante, parce que la sensibilisation pour des véhicules électriques, le contenu en lui-même est assez faible, mais il est évident que si c'est une demande particulière, on peut l'intégrer à une formation conduite défensive véhicule léger, par exemple. Dans le même sens, il y a une question d'Emma qui demande si on peut aussi proposer des formules de sensibilisation, non pas pour les véhicules électriques, mais pour les téléphones. Je vous laisse répondre. Tout à En- fait. Ça fait Pardon. partie du module, ça fait partie des facteurs qui peuvent déclencher les accidents. Donc on parle à ce moment-là des statistiques qu'on a sur l'utilisation du téléphone. Utiliser son téléphone augmente de 4 fois la possibilité d'avoir un accident, augmente de 23 fois lorsqu'on écrit un message au téléphone, la possibilité d'avoir un accident, par exemple. Donc tout ça, c'est déjà intégré dans les modules. J'ai d'ailleurs entendu une statistique assez effrayante récemment, c'est qu'on utiliserait 6 minutes par heure de conduite notre téléphone. Donc c'est quand même assez dingue, puisque pendant ces 6 minutes-là, on n'est évidemment pas attentif à ce qui se passe sur la route, et là, le téléphone est souvent une cause d'accident. C'est triste quand même. On a encore une question qui est, est-ce que la formation peut se dérouler en France? Alors oui, elle peut tout à fait se dérouler en France. Alors comme le présentait Grégory, sous un format un petit peu différent, puisque à l'échelle internationale, on constate que, bon, c'est le cas aussi en France, mais que la préoccupation première, ça va être la sécurité. Il y a en France des besoins qui sont un petit peu, qui évoluent. Il y a la sécurité, plus aussi les notions environnementales, d'éco-conduite, etc. Donc, on s'adapte en fait à l'auditoire, on s'adapte aux besoins des clients. Donc, on a des formations pour le public français également, oui. Ok. Pour rejoindre la question du téléphone, on demande aussi si le kit main libre compte ou c'est uniquement l'usage avec les mains du téléphone. Compte sur quoi? Dans Je suis la... pas sûre de comprendre la question. Alors, Pour je la vais stat Ah, donnée peut-être par c'est la Elise, ah stat oui. que tu as donnée, Euh, Elise. alors, je pense que ça comprend l'ensemble des usages possibles du téléphone, dans la main, pas dans la main. En tout cas, c'est le temps qu'on passe à ne pas être focus sur la route. Et il y en a même qui consultent des vidéos en conduisant. Donc, c'est quand même une dérive qui prend vraiment de l'ampleur, et qu'il faut prendre en compte. Que ce soit en France ou ailleurs d'ailleurs, parce que là, pour le coup, je pense que c'est une tendance générale. Ok. Une autre question. La méthode Escape couvre-t-elle l'agressivité au volant, celle du conducteur et des autres usagers de la route? Alors, non, ça ne couvre pas. Par contre, c'est quelque chose qu'on peut intégrer si c'est une demande du client, bien entendu. Super. Je sais pas si. Ok, ça a l'air d'être bon comme réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
on a encore un peu le temps d'y répondre. Si jamais ce n'est pas le cas, mais qu'il y a des questions qui vous viennent après le webinaire, vous pouvez tout à fait contacter Elise ou Grégory ou Égide International de manière plus générale sur LinkedIn ou leur adresse mail. Dans tous les cas, vous pourrez les retrouver dans la communication qu'on va vous faire suite à ce webinaire. Et si jamais vous n'avez plus de questions, on peut s'arrêter là. Ah, on a une question qui est en train de s'écrire. Moi, je pose une question, mais c'est plus sur le côté webinaire. Je sais qu'on a eu une question des participants sur notre précédent webinaire qui demandait si le support de présentation pouvait être envoyé en même temps que le replay. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourrez transmettre dans la communication Oui, oui, tout à fait. pour retrouver les QR codes, Mm. les liens des outils? Ok, super. Donc, si jamais vous n'avez pas eu le temps de scanner nos QR codes, vous pourrez les retrouver aussi lors de la communication. Une dernière question, je pense. Quels sont les examens médicaux à faire aux conducteurs en prévention? En fait, il faut juste un certificat du travail pour pouvoir assister aux formations. Il n'y a pas de... Et puis, bien entendu, avoir le permis à jour et la capacité à la conduite, c'est ce que va attester le médecin. Je Et pense que c'est plus de manière générale, pas forcément dans le cadre des formations, le sens de la question. Si j'imagine bien, je pense que tu sais, c'est ce qu'on aborde sur la partie notamment contrôle de la vision. Euh, et puis après, bah, comme tu le disais, par contre, je pense que la partie certificat médical lié à la médecine du travail, etc., compte aussi. on effectue toujours un test de vision avant de commencer les formations. Ça nous a permis à plusieurs fois d'identifier des personnes qui avaient des problèmes de vue. Et donc, en fin de formation, quand on établit un rapport, à ce moment-là, on le note. Un tel a des problèmes de vision, on vous recommande de le faire consulter. J'espère qu'on a répondu correctement à la question. Je pense que c'était la dernière. Ouais, je Si voudrais jamais... juste comment? Je voudrais rajouter une petite chose. J'ai vu que Allez. parmi les participants d'aujourd'hui, j'avais un de mes anciens élèves. Alors, je lui passe le bonjour en direct à Diogo. Super. Bah, écoutez, merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Merci Élise, merci Grégory pour votre expertise. Et écoutez, on se retrouve une prochaine fois. Bonne journée et à bientôt. Merci, merci. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir et merci.